Et donc, elle va parler de quoi ta chaîne? De BD, on parlera sortie, on parlera d'adaptation ciné, on fera aussi de la BD. De quoi? Tu vas faire une chaîne de vidéos qui parle de BD? Mais ça marchera jamais! Bonjour, je suis le Canari Vert, je suis vraiment très content. Mais t'as pas bientôt fini, on peut pas aller plus vite, faut toujours que tu blablates! Oui, dans cette aventure, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de mes consciences. Voici Vice qui est avec moi là. Un peu qu'on va t'accompagner mon gars, je te lâche pas d'une semelle, en même temps c'est normal, je suis dans ta tête. Bah et moi alors, faut pas m'oublier. Ah, et voici Vertu, l'autre partie de ma conscience. Pour vous expliquer, Vice existe parce Ah, que... parce que tu dis souvent de la merde! Voilà, et Vertu existe parce que... Bah, j'existe aussi parce que tu dis souvent de la merde. Ouais, c'est pas que tu fais que ça, mais pas loin quand même mon gars, hein. Bon, ça n'empêche que dans cette vidéo, on va parler d'une sortie BD récente, en essayant du coup de pas dire trop de la merde. C'est parti, bienvenue dans le BDriff. Pour vous faire un topo, l'objectif de cette chaîne c'est de vous parler BD, de sortir des vidéos en rapport, que ce soit parler des sorties, des adaptations ciné, faire de la BD, chanter de la BD, il y aura plein de choses, ça va être Se génial. mettre des BD dans le fion! Il y aura plein de concepts, mais pas celui-là. Et dans le concept d'aujourd'hui, le BDriff, on débriefe les sorties BD. C'est un jeu de mots, alors soyez sympa, hein, faites un sourire parce qu'il en est très fier. Au programme, on va parler d'un manga, le premier tome d'une série. Et au fait, comment tu les choisis les ouvrages que tu présentes? Ah, on suit une sélection éditoriale drastique, hein. Alors, ça c'est la liste des sorties récentes. Bon, bah allez, c'est parti, on sélectionne. Aujourd'hui, on parle donc d'un manga, The Alexis Empire Chronicle, tome 1. On y suit Leonate, un chevalier qui a perdu sa patrie suite à une trahison. Et je fais déjà un premier arrêt parce que la patrie de ce fameux chevalier s'appelle Alexis, et là je dis attention. Attention parce que si on s'amuse à donner des prénoms communs à des royaumes imaginaires, eh ben ça va déborder, ça va partir en vrille. Bon les gars, on nous a signalé du mouvement du côté des troupes de Thierry, il va falloir aller se positionner là-bas. Je vais également demander à 2 divisions d'aller sur les frontières avec le royaume Bernard, on sait jamais, faut juste dire un petit peu, les autres royaumes vont nous envoyer des troupes pour négocier, ça devrait aller. Ça y est, général, les émissaires sont là, vous pouvez être rassurés, vu les royaumes d'où ils viennent, la paix va revenir dans tout l'Empire. Pourquoi ils viennent de quel royaume? Ah, on a un émissaire de Jackie et un de Michel, et quand des envoyés de Jackie et Michel se mettent au boulot, je peux vous dire que ça calme tout le bordel. Blague de pauvre. Dans ce premier tome, après une brève introduction sur le maintenant, la majorité de l'histoire se focalisera sur un flashback qui reviendra sur le pourquoi du comment que c'est devenu comme ça. Oui, mais parfois des mots bout à bout sans qu'il y ait vraiment de sens. The Alexis Empire Chronicle est l'adaptation d'une série de romans d'Akamitsu Awamura, adaptée en manga et dessinée par Yu Sato, adaptation gérée par Square Enix au Japon. Square Enix est une grande société célèbre plutôt dans le monde du jeu vidéo et à l'origine par exemple des Final Fantasy. Petit jeu d'auteur au succès critique minime. Si t'as cru ce qu'il vient de dire, te relève pas trop vite parce que tu dois habiter dans une grotte, mon gars. Et édité par Doki Doki en France. Alors on va faire simple, première question, pourquoi est-ce qu'il faut lire ce manga ? Première raison, The Alexis Empire Chronicle, c'est avant tout un dessin qui pète la classe, c'est juste, c'est propre, c'est efficace. Vous aimez les royaumes médiévaux imaginaires, les charges de chevaliers rutilants, les batailles bien dessinées, vous passerez sûrement un bon moment en lisant ce premier tome, mais un bon moment que vous oublierez sûrement assez vite aussi. C'est moi ou cette phrase est un résumé de ta vie sexuelle? Et cette affirmation, alors la mienne, hein, pas celle de Vice, nous amène à une deuxième question. Pourquoi est-ce qu'il faudrait peut-être plutôt lire quelque chose d'autre que ce manga? Vous noterez que je ne dis pas qu'on ne va pas le lire. Je vais être plus clair dans quelques instants, mais pour que vous compreniez bien, il va d'abord falloir que je rentre un petit peu plus dans l'histoire de ce premier tome. Après une brève introduction du personnage de Leonate, qui est censé être un chevalier sans pitié, capable de dérouiller ses adversaires en buvant une coupette qu'il aurait remplie avec le sang coulant de leur jugulaire, À l'image même du gars sympa en soirée, hein. on découvre ensuite dans un flashback les origines et le parcours du bonhomme. Et quand je vous ai dit que tout était propre, bien fait pour le dessin, eh ben peut-être un peu trop, et un peu trop dans tous les domaines. Attention, ne commencez pas à vous énerver, je suis pas en train de dire qu'un mec qui dessine trop bien c'est un problème. Ce que je veux dire, c'est que dans le cas de The Alexis Empire Chronicle, on a plutôt l'impression que comme tout est trop bien, tout est trop gentil, et ça devient globalement trop lisse. Oui, c'est super bien dessiné, y a rien qui dépasse, mais en même temps, le scénario est archi convenu, les personnages ultra archétypaux, y a rien qui dépasse. Et puisque t'es aussi malin, t'as qu'à en dessiner un, toi, de personnage principal. Non mais attends, mais ça se fait pas comme ça. Bah quoi, tu sais dessiner, non? Ce sera l'occasion de montrer comment on construit un perso. Ouais, tu me diras après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre, hein, par ma dignité, mon honneur. En même temps, je porte un masque, hein, tout ça c'est déjà perdu. Dans son livre Faire de la bande dessinée, Scott McCloud expliquait que la création d'un personnage passe par 3 étapes. Première étape, une vie intérieure, il va falloir créer un passé, une personnalité à notre personnage avant même de songer à le dessiner.
Pour Scott McCloud, le fait de doter ses personnages d'une vie intérieure attachante est peut-être, selon lui, l'aspect le moins bien compris de la création de personnages. Alors je prends un peu de temps pour écrire une bio sur mon futur guerrier noir charismatique, que je vous révélerai bien sûr à la fin. Une fois la bio terminée, il est temps de passer à la seconde étape, l'identité visuelle. Et pour ça, il me faut les meilleurs amis de tout dessinateur, il me faut des références. Faut que je trouve un maximum d'images pour m'aider à donner du corps et me faciliter la création du bonhomme. Donc je vais me diriger vers un site où je vais trouver plein d'images, en l'occurrence Pinterest, parce que ça tombe bien, j'y ai un compte depuis longtemps. Ok, on veut créer un perso type chevalier noir, donc il me faut pour commencer un paquet d'idées d'armure stylées de côté et quelques références pour le style également. J'ai d'ailleurs envie de lui donner un petit côté viking, alors je dis pas ça parce qu'Assassin's Creed Valhalla est sorti il y a quelques jours. Enfin bon, petit message à Ubisoft, si vous voulez m'envoyer un exemplaire du jeu, je devrais pouvoir trouver un petit peu de temps pour y jouer quand même. Allez hop, les rêves vikings, c'est good, des rêves pour les armes aussi, quelques topos sur l'anatomie, ça peut toujours servir. Bon, il est temps de faire le point et de s'assurer que j'ai assez d'images en stock. Ouais, il m'en faudra un petit peu plus, mais bon, ça devrait le faire. Allez, maintenant c'est l'étape où on va commencer à chauffer la créativité, puisque c'est le moment de faire quelques croquis de recherche. Il y a toujours du tâtonnement à ce moment-là, mais en même temps c'est quasi l'étape la plus agréable, parce que c'est là où on peut envoyer toutes les idées qu'on veut, sans pression. Pour avancer plus vite, je me dis que le mieux c'est de me baser sur mes expériences perso. Armure, position, look, arme, tout y passe. Tiens, en parlant d'armes, qu'est-ce que ça donne si j'utilise mon vécu pour lui en créer une? Ouais, on va peut-être improviser en fait. Allez, la recherche est finie, j'ai une bonne idée de ce que je veux, c'est le moment de passer à l'illustration. Pour l'ancrage, bon bah je reste sur du noir et blanc, après tout le sujet du jour est un manga, puis je suis une bille en colo sur ordinateur. Au passage, on n'oublie pas la troisième étape, lui donner des traits révélateurs, c'est ce que nous dit également Scott McCloud, c'est-à-dire des tics et une attitude qui lui sont propres et qui le caractérisent. Ça y est, le personnage est terminé, c'est le moment de vous le présenter. Connaissez-vous l'ordre des Jomsvikings? Une société de guerriers si puissants que même parmi les sauvages vikings, ils étaient considérés comme l'élite. C'est à 18 ans et pas un jour avant qu'il était possible de rejoindre les Jomsvikings. Et c'est à 18 ans et pas un jour après que Rufus Haraldsson les rejoignit. Très vite, il se fit remarquer par ses aptitudes guerrières et son respect immuable aux valeurs de l'ordre. Ne pas fuir devant l'adversaire, ne pas dire du mal de ses compagnons, les défendre quoi qu'il arrive, voire le cas échéant, venger leur mort. De bataille en bataille, Rufus Haraldsson, le Jotun aux deux épées des Jomsvikings, devint une légende dont le récit s'écrivait avec le sang de ses ennemis. Pourtant, l'encrier se remplirait bientôt aussi de celui de ses amis. Les Jomsvikings avaient été engagés par Styrbjörn le Fort. Styrbjörn était en guerre avec son oncle Erik VI, le roi de Suède, et souhaitait tout simplement lui emprunter sa couronne pour toujours.
Alors que les Jomsvikings affrontaient les hommes d'Eric, un contingent de la garde rapprochée de Styrbjörn le Fort prirent les Jomsvikings à revers et les frappèrent dans le dos. Rufus et ses frères combattirent sur les deux fronts, mais malgré une résistance acharnée, ils furent balayés. Rufus reprit conscience sur le champ de bataille pour découvrir tous ses frères massacrés. Il était le dernier Jomsviking. Il jura, comme le code de l'honneur des Jomsvikings le demande, de les venger. Il arpente seul l'Europe depuis, à la recherche d'informations sur les traîtres responsables du décès de ses frères d'armes. Et pour cela, il est prêt à accepter n'importe quelle mission. Voilà, c'était ma création d'un personnage type Chevalier Noir, Rufus Haraldsson, j'espère qu'il vous a plu. Peut-être qu'on le reverra dans de prochaines aventures. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis aussi un pouce bleu, ça sera vraiment chouette, et ça permet vraiment de me soutenir, même si là c'est que le début, c'est très important pour moi. Et puis ça me permet aussi d'avoir des retours et de continuer à progresser. On parle de Chevalier Noir, on parle de Noirceur, et ça va me permettre de refaire la transition vers The Alexis Empire Chronicle, parce que je n'ai pas fini de vous en parler. Dans The Alexis Empire Chronicle de la Noirceur, il y a bien un moment, surtout dans le dernier tiers de ce tome, où l'auteur et le dessinateur en rajoutent un petit peu, histoire de remettre un peu de relief, avec l'apparition d'une bande de brigands sans pitié, et un autre aussi où on se rend compte que Leonate, il est peut-être un peu plus bourrin que son design de chanteur de K-pop ne le laisse imaginer. Attention, hein, j'ai rien contre la K-pop, c'est juste que je comprends pas comment il est humainement possible d'être aussi beau. Disclaimer, ce n'est pas humainement possible, c'est chirurgicalement possible. Avec The Alexis Empire Chronicle, on est globalement plutôt sur un récit héroïque gentillet que sur un seinen médiéval sombre. Eh mais c'est quoi un seinen au fait? Très bonne question. Merci. Faut répondre par contre. Ah oui, pardon, excusez-moi. Selon une classification traditionnellement définie, Et par traditionnellement défini, je veux dire défini par moi, hein, donc pas la peine de m'assassiner en commentaire. on peut diviser les genres du manga en 3 grandes catégories. Tout d'abord le shonen, plutôt dédié aux jeunes garçons, ados et pré-ados, Même si globalement les adultes kiffent aussi. dont l'un des représentants les plus connus est le genre Neketsu, où le personnage principal affronte et surpasse les difficultés qu'il rencontre. Premier exemple et le plus connu, Dragon Ball. Le shoujo, plutôt pour les filles, dont la principale composante est la romance. Même que globalement les adultes kiffent aussi. Et le seinen, dédié aux adultes, où se croisent différents genres, mais où la composante principale, selon moi, tient plutôt dans un concept, la noirceur. Et avant que vous ne commenciez à vous exciter, oui c'est pas ci, oui c'est pas ça, j'ai volontairement fait des généralités parce que, à mon avis, c'est comme ça que font les éditeurs avec les produits manga. Et donc, si vous vous dirigez vers The Alexis Empire Chronicle parce que vous avez envie de lire un seinen médiéval sombre, eh bien, je n'aurai qu'un conseil à vous donner. Lisez Berserk. Vous voulez un héros badass qui transpire la classe et dont on sait rien qu'au design qu'il en a sacrément bavé? Voici Leonate de The Alexis Empire Chronicle, et voici Guts de Berserk. Lisez Berserk. Vous voulez des antagonistes qui font froid dans le dos et qui vous feront aimer notre monde réel et sûr? Voici le brigand le plus flippant de The Alexis Empire Chronicle tome 1, et voici l'apôtre le moins flippant de Berserk. Lisez Berserk. Vous voulez un méchant charismatique qui fasse naître en vous des sentiments contradictoires? Voici... je sais pas comment il s'appelle, hein, on connaît pas son nom dans le tome 1. Et voici Griffiths de Berserk. Lisez Berserk. C'est bon, on a compris, hein, Berserk. C'est bien gentil de faire du name dropping, mais tu pourrais pas nous expliquer ce que c'est aussi? Ah, Berserk. Pour en parler c'est simple, je n'ai qu'un mot, incontournable. Berserk, c'est le top du top de l'aventure noire médiévale. C'est un récit qui vous prend aux tripes et qui vous les arrache d'un coup pour vous en faire un joli collier. Bien sûr, ceci est une métaphore, hein. J'ai moi-même lu Berserk, et comme vous pouvez le voir... mon système digestif va très bien. Berserk est un manga de Kentaro Miura qui nous raconte l'histoire de Guts, guerrier noir mystérieux qui chasse les apôtres, des démons qui se cachent parmi les humains. Bon, je vous en dirai pas plus et j'entrerai pas dans les détails, principalement parce que tout a déjà été dit sur YouTube, sur Berserk, et que si moi j'en rajoutais, je le ferais probablement moins bien que ce qui a déjà été fait, mais si je vous le conseille, c'est parce que Berserk fait partie de ces histoires iconiques qui définissent un genre. Et dans le genre seinen médiéval sombre, y a pas mieux, hein. Ok, donc on jette The Alexis Empire Chronicle? Non, non plus. Parce qu'attention, j'ai bien dit, si vous n'avez pas lu Berserk, allez d'abord le lire. Parce que si vous avez déjà fait le tour de ce qui se fait dans le genre, et là je pense par exemple à des œuvres comme Bastard ou encore Vinland Saga, Eh bah The Alexis Empire Chronicle, c'est pas si mal, hein. Que ce soit bien clair, je pense que le scénario prime sur le dessin, et qu'un bon scénario permettra toujours de faire accepter quelques faiblesses graphiques. Mais bon, quand c'est bien fait, il faut le dire aussi, voilà, Yusato, en dessin, il gère sa grand-mère. Que ce soit avec Leonate ou Guts, on est sur l'archétype du chevalier noir. L'idée dans ces deux histoires, c'est qu'on retourne l'archétype, puisqu'on en fait le héros de l'histoire. Le problème avec Leonate, c'est qu'on est un peu tout le temps le cul entre deux chaises, quoi, parce qu'on va pas au bout de l'idée. On a un gentil garçon, mais qui pète des plombs. Quoi, tu vas me dire qu'on dirait encore ma vie sexuelle?
Ah là, je pensais plutôt à tes bulletins de fin de trimestre au collège. Pour conclure sur The Alexis Empire Chronicle, c'est un peu comme un plat typique bien réalisé, mais auquel il manquerait un peu les épices pour lui donner ce petit truc en plus. Tiens, c'est marrant ce petit déguisement là, t'as essayé d'illustrer ce que j'ai dit, c'est pas mal, mais t'aurais pu essayer d'y mettre un peu plus les moyens quand même. Mais c'est pas mal, je t'assure. Hein. Pour une conscience comme moi, la seule richesse c'est celle de l'imaginaire de son propriétaire. Alors si j'ai pas de budget, à toi d'en tirer les conclusions. Mais attends, c'est hyper méchant ce que tu viens de dire en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, que ça vous ait plu ou pas, c'est le jeu en même temps. Et puis si vous avez envie, vont s'afficher le Twitter, l'Instagram pour suivre un peu tout ce que j'y fais également. Alors pas grand chose mais ça va vite arriver, notamment des dessins en rapport avec ces vidéos, pour que vous puissiez aussi me donner votre avis là-dessus. Et puis si ça vous a plu, pensez à vous abonner également à la petite cloche, histoire de supporter un peu cette aventure qui démarre. Allez, à la prochaine.